Sont les armes, les moyens de Suez pour ne pas tomber définitivement dans l'escarcelle de Veolia. On en parle avec Philippe Escande. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe, éditorialiste au Monde. Bon, en rachetant 29,9% du capital de Suez à Engie, j'ai envie de dire au nez à la barbe de l'État, il n'y a pas de doute, Veolia a marqué le point. Ça, on peut en convenir, c'est indiscutable. Mais après avoir perdu une bataille, est-ce que Suez a les moyens de ne pas perdre la guerre ou de la gagner? C'est réaliste, mais ils sont relativement limités. Il a déjà été... Oh, attendez, je vous coupe, Philippe, on vous entend très mal. Il y a un écho d'ailleurs sur le plateau, je préviens juste Amaury, écho sur le plateau. Et puis, on ne vous entend pas très bien, Philippe. Vous allez... Ouais. Et là, est-ce que c'est mieux? Vous pourriez bouger un petit peu? Oui, bouge là. C'est mieux là? Voilà, je vais peut-être me mettre... Voilà, ce sont les joies du direct, mais au moins... Ouais. C'est mieux là? Donc je vous disais, est-ce qu'après avoir perdu une bataille, est-ce que Suez peut gagner cette guerre? Alors, disons que ces chances sont limitées. Hein. Ouais. Ces chances sont limitées parce que, ça y est, Veolia a reçu les titres et Engie a reçu l'argent, donc c'est fait. Alors, qu'est-ce qui reste pour Suez? Il reste juridiquement à démontrer que ça s'est fait dans des conditions, comme dit le président de Suez, des conditions inédites et irrégulières. Inédite et irrégulière, c'est assez grave comme accusation. En fait, c'est de montrer que Engie et Veolia étaient de mèche. Donc, en fait, l'affaire se serait nouée beaucoup plus tôt que prévu, ne laissant aucune chance à Suez. Et à ce moment-là, s'ils arrivent à prouver qu'il y a une action de concert entre Engie et Veolia, et bien peut-être effectivement il pourrait démontrer ce qui aurait impliqué qu'il y ait une OPA commune Engie Veolia Suez. Enfin ça aurait rendu les choses extrêmement compliquées. Donc le combat, vous écoutez Philippe, le combat entre Suez et Veolia va glisser vers un terrain judiciaire, c'est ça, hein? Oui, en tout cas c'est la dernière cartouche que peuvent tirer la direction de Suez, mais aussi l'intersyndicale de Suez, qui a dit qu'ils essaieraient également d'intenter des actions en justice. Suez, on le sait, a beaucoup essayé de tirer sur la corde politique. Ça fait d'ailleurs un certain nombre de dégâts, parce que ça a mis en porte-à-faux notamment le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et maintenant, l'Élysée aussi est plus ou moins impliqué, donc ça fait des dégâts, mais pour l'instant, ça ne change rien à l'opération Suez. Et puis alors, il y a un autre risque pour Suez, c'est que lui-même fasse l'objet de recours juridiques des minoritaires de Suez. Parce que la plupart, en fait, l'essentiel des minoritaires de Suez, donc la plupart des actionnaires, sont en fait, eux, en tant qu'actionnaires, relativement satisfaits des conditions assez généreuses de Veolia. Les 18 € par action. Voilà, 18 € par action. Donc, eux, ils ne seraient pas très contents s'il y avait une remise en cause et que finalement, l'action ensuite retombait beaucoup plus bas qu'elle ne serait. Enfin, en tout cas, quand Veolia lancera son OPA à 18 €. Donc il y a une espèce de jeu comme ça à plusieurs bandes, avec d'une part Suez qui va essayer d'intenter des actions en prouvant que les dés étaient pipés, mais d'un autre côté des minoritaires de Suez qui regardent ça de près et qui ont été assez fâchés par l'opération de la fondation néerlandaise qui a sorti de son chapeau le conseil d'administration de Suez et qui empêcherait de vendre la filiale de l'eau française comme Philippe, c'est une réalité ça, cette fondation. Donc voilà, parce qu'Antoine Frérot avait dit oui, mais on a trouvé un moyen de la contourner. Elle est vraiment, elle empêche vraiment la cession de l'activité eau à Veolia. Oui, bien sûr, il y a des moyens de la contourner, et puis ne serait-ce que de changer le conseil d'administration de Suez pour
pour en avoir un nouveau qui annule cette fondation. Mais sinon, il y a aussi des possibilités juridiques, mais ça prend du temps, ça reste un handicap. Donc finalement, la meilleure solution aujourd'hui, en tout cas pour Veolia, c'est d'arriver à convaincre Suez, le conseil d'administration de Suez, d'accepter une offre, c'est-à-dire de céder plus d'actifs à la filiale qui sera la filiale française qui sera vendue, d'en faire un groupe plus important. Mais c'est curieux, attendez. Pour convaincre Suez, il faut que Suez vende plus d'actifs ? Non, en fait, pour convaincre le conseil d'administration de Suez actuel, il faudrait que Veolia dise « Ok, je vais racheter Suez, mais je vais revendre immédiatement une partie qui sera très importante et qui, en gros, permettra au nouveau plus petit Suez, on va l'appeler petit Suez, d'être suffisamment compétitif et d'avoir un avenir suffisamment solide. Et ça voudrait dire que Veolia, au lieu juste de vendre la France, la Grande-Bretagne, l'Australie, pourrait céder aussi des actifs aux États-Unis. Dans l'eau. Dans l'eau, oui, essentiellement dans l'eau. Ouais. Et ça pourrait trouver les faveurs du conseil d'administration de Suez, parce qu'on sent bien que pour l'instant, Bertrand Camus n'a pas vocation, on n'a pas envie de rendre les armes. Hein. Non, il n'a pas envie de rendre les armes, mais d'un autre côté, son intransigeance fait qu'il a quand même encore le pouvoir d'une nuisance, et donc c'est un peu paradoxalement la dernière arme que Suez, dont Suez dispose pour essayer d'obtenir un accord qui soit le plus avantageux pour Suez, c'est-à-dire de limiter ce qui restera dans Veolia et de garantir que le nouveau Suez qui émergera de tout cet imbroglio sera suffisamment solide. Sur les armes de Suez, encore une fois, pour éviter encore une fois de se faire avaler, on a dit quoi ? On a dit qu'il y aurait une guerre d'usure en justice. Ok, on a vu quoi ? Certains disent que si Suez n'allait pas vers la négociation, pourrait vendre d'autres actifs, notamment ceux qui sont lorgnés pour le coup, non pas dans l'eau, mais lorgnés par Veolia. Oui, alors là... Mais pas à vil prix, hein, bien vendu, évidemment. Hein. Oui, bien sûr. Mais alors là, évidemment, ça remettrait tout en cause, mais je veux dire, ça serait aussi quand même probablement se tirer une balle dans le pied, parce que ça fragiliserait à la fois Suez, ça fragiliserait Veolia, mais du coup, Veolia baisserait le prix de son OPA, ce qui donc déclenchera une contestation en retour des minoritaires de Suez. Enfin, on acheminerait vers quelque chose qui sera probablement aussi compliqué, qui fera alors là probablement que légitime. Bon, et cette histoire d'AG, vous l'évoquiez, Philippe, cette AG, encore une fois, Suez, encore une fois, peut refuser de convoquer une AG soutenue par des fonds minoritaires qui auraient intérêt justement à chercher, non pas à révoquer, mais révoquer certains administrateurs du conseil d'administration de Suez, sachant que derrière, maintenant, il y a quasiment 30% du capital qui est dans les mains de Veolia, et on se dit que c'est un poids suffisant pour voter justement lors des AG. Hein. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on essaye de repousser, chez Suez, on va essayer de repousser l'AG le plus tard possible. Ça rappelle beaucoup l'affaire Lagardère, vous savez, où les minoritaires, donc le fonds britannique Amber et puis Vivendi aussi, demandent une AG extraordinaire pour pouvoir justement recomposer le conseil le directoire, le conseil de surveillance de Lagardère. C'est un peu la même histoire ici, c'est-à-dire que effectivement, s'il n'y a pas d'entente, je pense que Veolia c'est son intérêt, va essayer à tout prix d'obtenir un accord, donc va faire des concessions. Hein. Il ne faut pas oublier que dimanche dernier, finalement, l'un était plutôt près de 6 milliards de cessions, c'était Veolia, et Suez aurait pu accepter s'il y avait eu à peu près 8 milliards d'euros de cession, ce qui fait beaucoup quand même, mais ça veut dire que les positions s'étaient rapprochées. Elles peuvent très bien se rapprocher, je ne sais pas, moi un 7 par exemple. On n'exclut pas ce scénario-là, qui est souhaité par les pouvoirs publics, d'avoir encore une fois des négociations qui aboutissent? Oui, on n'exclut pas, c'est en tout cas la carte que va essayer de jouer Antoine Frérot.
Parce que dans le communiqué de presse, Suez parle de prise de contrôle rampante. Hein, donc, Oui, alors elle me paraît pas extraordinairement rampante, puisque de toute façon l'intention d'OPA a déjà été annoncée. Mais c'est vrai que si Veolia essaye de faire son opération sans acheter la totalité de Suez, c'est à ce moment-là on rentre dans le cadre de cette prise de contrôle rampante. Pour l'instant, leur intérêt et ce qu'ils vont essayer de faire, c'est pendant au moins un mois ou deux, d'essayer d'obtenir un accord qui fasse qu'on évite de passer par quelque chose qui sera franchement, alors là pour le coup, beaucoup plus hostile, qui sera l'OPA pur et simple, le changement du conseil d'administration, etc. À un moment en plus où on s'acheminera vers des échéances politiques, donc ça créera un peu cette espèce de désordre qu'a donc entre une guérilla, encore une fois, et un accord entre les deux parties, vous penchez plutôt d'un côté, ou les deux ont autant de chances de se produire? Moi, je pense qu'on s'acheminera vers un accord. D'accord. Et donc, final, après une bataille perdue, selon vous, Suez a perdu la guerre déjà? La guerre est perdue dans le sens où Veolia est rentré dans Suez, c'est ce qu'il voulait, mais elle n'est pas totalement perdue dans la mesure où il y a une marge de négociation et qui finalement a été permise par l'intransigeance de Suez. Et donc, cette histoire se finit comment? Et donc, cette histoire se finira par un Suez plus petit et un Veolia plus gros. Donc, et chacun aura fait un pas vers l'autre, au final. Chacun aura fait un pas vers l'autre. C'est une situation qui n'est pas forcément extraordinaire, en tout cas du côté de Suez, mais ils payent leur impréparation sur le plan de l'évolution de leur capital. Ils étaient au courant depuis assez longtemps, je pense, et ils n'y ont pas prêté assez attention. Il n'a pas été assez parano, c'est ça? Vous me disiez un jour, on en parlait ensemble, il faut être parano dans le monde des affaires? Oui, certainement, surtout quand on a des actionnaires dont on sait que leur position peut évoluer du jour au lendemain. Bon, voilà, merci beaucoup. Hein. Philippe Escande, analyse signée Philippe Escande, donc éditorialiste au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David.